Bonjour et bienvenue dans Yes Chicken, le podcast féministe d'Iforchi Neoma BS Reims. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement des victimes de violences. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons Elisabeth Legal. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de l'accompagnement professionnel, donc de l'insertion professionnelle des femmes en général et plus particulièrement des femmes victimes de violences. Je le fais dans le cadre de l'association CIDFF 93. Donc moi, je travaille en Seine-Saint-Denis et je travaille sur toutes les communes de Seine-Saint-Denis euh, depuis un peu moins de 2 ans. Et avant, j'avais découvert le département de Seine-Saint-Denis dans une association qui s'appelle d'ailleurs toujours FACE et qui est une association de lutte contre les discriminations, tout type de discrimination. Je le dis parce que la Seine-Saint-Denis a souvent une mauvaise image. Et pour moi, ça a été véritablement un coup de cœur quand je suis arrivée dans ce département, qui est un département, certes, où il y a des difficultés, de la violence, bien évidemment, et beaucoup de pauvreté, mais qui est un département aussi, la Seine-Saint-Denis, qui est hyper attachant, où il y a beaucoup de dynamisme, notamment parce que c'est un département qui est très jeune, je crois le plus jeune de France, et où il y a de très nombreuses cultures qui se mélangent et qui créent des choses, il y a des interactions humaines incroyables et des initiatives assez extraordinaires qui sont nées dans ce département. Très bien, c'est une très belle présentation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le CIDFF et nous présenter votre métier et vos missions au sein de cet organisme? Alors, déjà, je vais peut-être vous parler du CIDFF en général. Le CIDFF, en fait, est une fédération. Donc, c'est la Fédération nationale des CIDFF. CIDFF, ça veut dire Centre d'information du droit des femmes et des familles. Ça a été créé en 1972, donc il y a un petit moment maintenant, et c'était une volonté de l'État. Donc au départ, ça a été créé sous l'impulsion du gouvernement et notamment d'une femme qui était chargée de la condition féminine à l'époque. Il n'y avait pas de secrétariat d'État du droit des femmes, mais de la condition féminine. Et il y a eu un premier centre d'information féminin qui a été créé, et puis ça s'est développé un peu dans toute la France. L'objectif étant d'informer les femmes sur leurs droits. Donc c'est ce qu'on fait toujours au CIDFF, avec donc des missions d'intérêt général qui nous sont confiées par l'État. Des CIDFF, il y en a maintenant dans tous les départements, donc il y a 106 représentations qui sont indépendantes les unes des autres, qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon, mais qui en tous les cas ont deux missions principales: promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est vraiment sous l'impulsion du secrétariat d'État. Et puis prévenir et lutter contre les violences et les discriminations sexistes. Mon travail, donc, qui se passe autour de l'accompagnement dans l'emploi, intègre en fait ces deux notions, ces deux missions. Et dans ce contexte, nous recevons essentiellement des femmes. Alors, essentiellement des femmes parce qu'on reçoit aussi des hommes et beaucoup de femmes victimes de violences parce qu'elles nous sont orientées. C'est vrai qu'on a cette expertise, on est formé, on a cette expertise pour accompagner des personnes qui ont été victimes, mais on reçoit aussi des femmes qui n'ont pas subi de violence. Et donc, voilà, elles s'adressent au CIDFF, pardon, soit spontanément, soit parce qu'elles ont été orientées par des acteurs, par exemple des acteurs de l'emploi comme Pôle emploi, des associations, des assistantes sociales, des structures publiques. Et comment ces actions elles se concrétisent? Comment vous accueillez ces femmes et ces hommes justement au CIDFF? Comment vous allez les orienter dans cette réinsertion? Alors donc, au service emploi, on reçoit que des femmes, mais par contre, le CIDFF, lui, peut recevoir des hommes. Pour tout ce qui est accès aux droits, on a des permanences avec des juristes qui vont leur donner des informations sur leurs droits. Pour les femmes, c'est beaucoup du droit de la famille, puisqu'on les informe à un moment, disons, où elles ont en général décidé de changer de vie.
Et donc, elles s'informent parce qu'elles ont décidé, par exemple, de divorcer pour des difficultés sur la garde d'enfants. Voilà, c'est ce type d'information qui leur est délivrée par les juristes. Elles ont donc décidé de se défendre et puis elles ont forcément, dès lors qu'elles décident de quitter le foyer dans lequel elles vivent, elles ont aussi besoin d'avoir une indépendance, une autonomie financière que souvent elles n'ont pas. Il faut savoir que les femmes victimes de violences, bien souvent, elles ne peuvent pas, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure et je pourrais vous le détailler un peu plus, mais c'est très compliqué de pouvoir rester en emploi ou chercher un emploi quand on est victime de violence. Voilà. Donc en tant que conseillère emploi, très concrètement, moi je reçois des femmes en entretien individuel. On parle de l'emploi en général, on a une vision très large de la recherche d'emploi, on peut discuter avec elles de leurs projets professionnels, parler de toutes les étapes un peu entre le moment où elles décident ce qu'elles veulent faire jusqu'au moment où elles rentrent en emploi et on peut même continuer à les recevoir une fois qu'elles sont en poste. En fait, notre, je dirais, mission principale, c'est de leur redonner confiance et elles sont dans des étapes de recherche d'emploi qui sont différentes. Il y a des femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire, il y a des femmes qui sont diplômées, d'autres pas. Donc il y a des situations qui sont très variées et on s'adapte systématiquement à la situation. Tout est toujours en fonction de ce qu'elles veulent faire. C'est-à-dire que la longueur, le nombre de fois où on va se voir, la fréquence de nos rendez-vous, le contenu de nos rendez-vous, est-ce qu'elles veulent parler plutôt formation, plutôt orientation professionnelle, plutôt droit du travail parce qu'elles ont eu tel ou tel souci avec un employeur par exemple. Tout est en fonction de leur demande et de leurs besoins. Donc on s'adapte complètement à leur situation. Les discussions sont assez informelles. La parole est complètement libre. On va parler, on se voit pour parler emploi, mais comme à peu près tout peut être un frein à l'emploi, les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de violence, les problèmes financiers, les problèmes administratifs, on est amené à parler de tous les sujets et les entretiens se déroulent dans une atmosphère très informelle, très bienveillante et de grande confiance. Il y a une grande confiance réciproque et du coup ça nous permet aussi de bien comprendre la situation globale et d'en tenir compte en termes d'insertion professionnelle. En fonction des problématiques que rencontre la personne qui vient nous voir, on ne va pas avoir les mêmes réponses. Oui, j'imagine. Est-ce que lors de votre expérience au CIDFF, est-ce que vous avez une expérience dans le respect de la confidentialité, une expérience qui vous a particulièrement marqué de rencontres de... Alors, Voilà. alors, ce sont des rencontres humaines. Il y a des femmes que je suis maintenant depuis pratiquement 2 ans. C'est vrai que voilà, c'est des relations qui restent des relations professionnelles, bien sûr, mais euh, c'est vraiment des relations humaines avant tout. D'ailleurs, on n'a pas du tout, nous, de contraintes, d'obligations quantitatives, de retour à l'emploi. Ou, voilà, c'est pas du tout quantitatif, hein, c'est vraiment des relations très, très, très humaines. Et donc, quasiment toutes les situations, je dirais, nous touchent. Après, ce qui me marque, moi, le plus, c'est surtout la résilience de ces femmes qui est assez incroyable. Ça m'a tout de suite beaucoup marqué quand je suis arrivée à ce poste, avec des femmes qui ont vécu des choses très dures et qui restent très positives, qui ne sont pas euh, aigries, qui n'ont pas euh, comment dire, de colère en elles, qui ont dépassé tout ça et qui sont capables d'avancer et de faire des choses de façon très positive, qui s'occupent extrêmement bien de leurs enfants, par exemple, qui sont très responsables et qui assument beaucoup de choses. Donc il y a cette résilience et surtout à quel point les femmes, quand elles arrivent nous voir, elles manquent de confiance en elles. Elles pensent euh, elles n'arriveront pas, par exemple, à mener à bien une formation, qu'elles n'intéresseront pas une entreprise. Elles ont le sentiment de ne pas pouvoir
elles ont le sentiment, elles le disent, de ne pas avoir vraiment de compétences. Elles ne parlent très peu de leurs expériences. Elles disent non mais moi j'ai rien fait alors qu'elles ont fait des choses. Même bénévolement par exemple, elles n'en parlent pas. Elles disent non non mais moi j'ai jamais travaillé alors que c'est pas vrai bien sûr. Elles se dévalorisent beaucoup et donc une grande partie de notre travail ça va être de leur faire prendre conscience de tout ce qu'elles ont fait. Donc j'imagine que ce manque de confiance, c'est un des obstacles à leur réinsertion. Euh, Quels sont aujourd'hui les obstacles majeurs ou les plus courants à la réinsertion de ces femmes qui ont été victimes de violences? Alors en fait, il y a énormément la violence a énormément de conséquences sur la vie professionnelle des femmes, pas seulement en termes d'insertion, hein, mais y compris dès la formation. Je dirais, alors je vais essayer de vous les regrouper, mais je dirais que la première des conséquences, c'est une conséquence directe et immédiate de la violence, de la pression qu'elles subissent dans leur foyer. Et ça ne concerne pas que la violence conjugale, hein, puisque nous, en tant que CIDFF, on parle de la violence en général. Ça va être la violence, tout type de violence, la violence physique bien sûr, mais aussi la violence psychologique, économique, administrative, enfin tout type de violence sexuelle également bien sûr. Mais ça va être aussi des violences dans l'espace public, violences au travail, violences intrafamiliales. On sait que les personne, enfin la tranche d'âge qui est la plus, qui vit le plus de violence, c'est la tranche d'âge des 20-30 ans, qui sont donc des jeunes femmes qui subissent à la fois des violences conjugales, mais aussi des violences intrafamiliales parce qu'elles n'ont pas toutes quitté leurs parents, le foyer de leur enfance, des violences au travail et des violences de rue. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont encore en études et qui subissent ces violences, soit de la part de leurs parents, de la part de leurs frères et sœurs, mais aussi de la part d'un petit copain, par exemple. Et puis, il y a les violences de rue, etc. Et donc, pour les jeunes filles, par exemple, qui sont en train de faire des études, qui ont mené à bien une formation, et ben, ça arrive assez régulièrement. En tous les cas, nous, c'est des choses qu'on entend souvent, que ce jour-là, malheureusement, leur conjoint va décider ou leurs parents va décider qu'elles ne peuvent pas prendre la voiture. Et elles vont louper l'examen. Ou va leur mettre la pression en leur disant que de toute façon, ça ne sert à rien qu'elles y aillent, qu'elles n'y arriveront jamais, qu'elles n'auront jamais l'examen, qu'elles ne réussiront pas, qu'elles sont trop nulles. Et donc, elles ne vont pas aller à l'examen, tellement elles ont été pressurisées pour ne pas y aller, en fait. Donc, il y a déjà cette première conséquence qui est immédiate, qui est une conséquence, en fait, de formation. Et on sait que les femmes, donc il y a une étude du centre Hubertine Auclair, qui est un centre qui fait beaucoup d'études extrêmement sérieuses, très documentées, justement sur les violences faites aux femmes. Et donc, enfin, le centre Hubertine Auclair, pardon, publie donc une étude sur ces violences et le fait que les personnes victimes, les femmes victimes de violences sont moins formées que les autres. Elles sont aussi moins formées, elles interrompent aussi leurs études parce que elles vont plus rapidement être en couple, plus rapidement être mariées, plus rapidement avoir des enfants. Et ça sonne souvent le glas de la suite de leur formation. Donc ça, c'est vraiment la première conséquence si on prend la vie d'une femme. Après, il y a toute la difficulté à rester en emploi pour les femmes qui ont donc fait une formation, trouvé un poste. Il y a toute la difficulté de rester en emploi quand on est victime de violence au sein de son foyer. Les femmes victimes de violences, il y a des conséquences sur leur santé. Elles vont avoir des conséquences physiques hein, qui peuvent être plus ou moins durables. On a des femmes, nous au CIDFF, on reçoit des femmes qui sont porteuses de handicap dû aux coups qu'elles ont reçus. Donc forcément, ça a des implications extrêmement lourdes sur leur vie professionnelle. Elles sont parfois obligées de changer de métier, elles sont parfois obligées d'arrêter de travailler, elles sont déclarées en invalidité. Donc les violences physiques, les conséquences physiques des violences
ont des conséquences dramatiques sur leur capacité à rester en poste, notamment aussi parce que elles vont pas vouloir, un jour où il y a eu des violences à la maison, elles vont pas vouloir que leurs collègues remarquent qu'elles ont été violentées, donc elles vont être absentes, et puis cet absentéisme va faire qu'au bout d'un moment, elles vont lâcher leur poste. Et puis il y a toujours cette pression du conjoint qui, par exemple, ne va pas vouloir qu'elles aillent travailler parce qu'il y a des hommes dans leur environnement professionnel, parce qu'ils trouvent qu'elles s'occupent mal des enfants. Comme elles travaillent, par exemple, elles ne peuvent pas récupérer les enfants le midi, donc ils sont obligés de rester à la cantine et ça, c'est pas bien. Toute cette pression qui fait que les femmes, au bout d'un moment, vont avoir du mal à rester en emploi, à tenir cette vie professionnelle à côté de leur vie familiale. Il y a enfin toutes les violences psychiques avec donc les conséquences de la violence, de toutes les violences, je dirais, hein. Et les conséquences psychiques, elles sont souvent plus durables. On sait qu'une femme victime de violence a beaucoup plus de risques de faire une dépression, de faire des tentatives de suicide. Elles perdent considérablement confiance en elles, comme je le disais tout à l'heure. Et puis elles ont des pertes de mémoire, quand les épisodes de violence sont répétés, sont fréquents, elles vivent dans une sorte de terreur, de tension permanente qui va faire qu'elles vont avoir beaucoup de mal à mener leurs tâches jusqu'au bout. Elles vont oublier des choses qu'on leur a demandé de faire. Et donc, professionnellement, ça a des conséquences sur leur carrière, bien évidemment. Donc, tout ça fait qu'elles sont moins formées, elles quittent leur emploi. Quand elles sont en recherche d'emploi, elles vont sembler moins impliquées parce qu'elles sont très préoccupées par ce qui se passe chez elles, pardon. Elles vont constamment louper des rendez-vous, régulièrement arriver en retard, changer d'orientation professionnelle. Donc elles vont commencer une formation, puis elles vont se dire non mais finalement c'est pas ça que je veux faire, je vais faire autre chose. Tout ça parce qu'elles subissent beaucoup de pression et qu'en plus elles ont une sorte d'instabilité psychologique. Donc pour la recherche d'emploi, c'est aussi une étape qui est très compliquée pour les femmes victimes de violences parce qu'elles ne montrent pas le meilleur d'elles-mêmes et parce que pour un recruteur, elles semblent avoir des profils instables. Elles ne vont pas forcément être capables d'expliquer pourquoi elles ont quitté tel ou tel poste, par exemple. Et pour le recruteur, c'est compliqué pour eux de recruter quelqu'un dont ils soupçonnent qu'elle va peut-être rester que quelques mois. Donc c'est aussi très compliqué pour elle de retrouver un poste. Oui, c'est un ensemble finalement de pression psychologique et physique qui les empêche de poursuivre une carrière et cela depuis le début de leur carrière. Dès la formation, tout à fait. Il y avait une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que il y a toutes ces conséquences directement sur le travail, mais après, même quand elles ont quitté une situation de violence, les femmes se retrouvent très souvent en situation de monoparentalité. Et donc, elles subissent les contraintes de la monoparentalité, à savoir pour une recherche d'emploi, des contraintes horaires énormes. Il faut qu'elles déposent leurs enfants à l'école ou à la crèche le matin, qu'elles récupèrent leurs enfants le soir à la fin de la journée scolaire et elles ne peuvent pas travailler le week-end. Elles sont obligées de faire une croix sur énormément de postes, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas travailler à temps complet. Qui dit temps partiel, dit aussi revenu partiel. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce que les conséquences de ces violences, en fait, elles se retrouvent jusque très très tard dans leur vie professionnelle. Lors du premier confinement, après seulement un mois, on a constaté l'augmentation de 36% des plaintes de violences à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater depuis le début de la crise du Covid ? Alors, quand le confinement a été annoncé, on a toutes les personnes qui travaillent avec des victimes de violences, d'ailleurs pas que les femmes, femmes, enfants, toutes les personnes qui travaillent avec des victimes de violences ont eu extrêmement peur parce qu'on anticipait effectivement qu'il y allait avoir une explosion des violences.
bien évidemment, un homme qui est ou un père, enfin, ou une mère, une personne violente dans une vie normale, dans la vie d'avant, on va dire, il n'y a aucune raison qu'il devienne non violent en situation de confinement, enfermé avec sa victime, 24 heures sur 24, avec l'impossibilité de prendre l'air, et tout ça en plus dans une ambiance assez pesante où la personne peut avoir l'auteur des violences peut en plus avoir peur de perdre son travail, de ne plus avoir de revenus, etc. Donc une situation forcément très anxiogène et très propice à une augmentation des violences. Cependant, moi je voudrais dire quand même que les chiffres que vous avez donnés là, ce sont les chiffres des plaintes et des signalements. On a vu une explosion des signalements. Euh, et je pense que cette explosion des signalements a été en partie due à une très forte communication de la part des services publics sur le risque d'augmentation des violences. Donc il y avait beaucoup de messages dans les médias, les gens étaient beaucoup devant leur télévision, sur les réseaux sociaux, et il y avait énormément de messages qui circulaient, notamment en donnant le numéro 3919 ou en donnant des conseils sur l'attitude à avoir si on avait un soupçon de violence. Donc déjà, les gens ont eu beaucoup plus d'informations dans ce cadre-là que dans leur cadre habituel, professionnel, leur vie normale, de vacances, etc. Donc là, il y avait vraiment toute cette communication qui a été importante. Et la seconde chose, c'est que euh, les gens étaient chez eux, probablement s'ennuyaient un peu, en tous les cas étaient beaucoup plus attentifs, je pense, à ce qui se passait chez les voisins. On entendait plus, on était aussi peut-être un peu plus à cran, mais les gens entendaient plus facilement, étaient plus attentifs, avaient plus de temps pour entendre ce qui se passait chez les voisins que quand ils font leurs allers-retours, qu'ils ont des amis chez eux, qu'ils sont en voyage à l'étranger ou au travail. Et donc, tout ça a fait que, en fait, cette conjonction de choses, les gens étaient plus attentifs, entendaient davantage ce qui se passait, mais aussi savaient où s'adresser et à qui signaler ces violences. Donc, il y a eu effectivement une explosion des signalements. Mais moi, je voudrais mettre ça en regard avec le nombre de féminicides qui a considérablement diminué en 2020. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres. En 2019, donc, il y avait eu 143, je crois, ou je ne sais plus, 100, plus de 140 en tous les cas féminicides. En 2020, il y en a eu 90. Ce qui est pour nous, donc, association d'accompagnement des victimes, une énorme victoire dans un contexte qui était a priori difficile, mais où aussi il y a eu vraiment des actions très fortes. Les policiers intervenaient très rapidement dès qu'il y avait un signalement de violence. On leur avait demandé d'intervenir de façon prioritaire sur les violences conjugales, et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a eu au final probablement une augmentation de la violence au sein des foyers, mais que entre la présence des enfants, puisque les enfants n'étaient pas à l'école, donc ils étaient aussi témoins de ce qui se passait, entre la présence des enfants et les interventions des voisins, de l'entourage et les interventions policières très rapides, il y a eu une baisse de la gravité des violences. Grâce à cette réactivité justement de l'État vis-à-vis de ces violences. Notamment. Bon, Et cela étant, je dois dire qu'on a, à la fin du confinement, du premier confinement, puisque lui était quand même plus total, et donc les gens étaient vraiment coincés chez eux, on a eu quand même des femmes qui sont arrivées à la fin du confinement en nous expliquant qu'elles avaient été mises à la porte pendant le confinement avec leurs enfants, pouf, voilà, tout le monde dehors. On a eu des femmes qui nous ont raconté qu'effectivement leur conjoint, ça avait été très dur, leur conjoint était tourné en rond, etc. Donc là, ce que je dis, c'est de façon très générale. Bien évidemment qu'il y a eu des situations dramatiques et des choses terribles, et que des femmes ont vécu des choses terribles à cause du confinement. Mais globalement, ce nombre de féminicides en baisse est quelque chose, c'est un grand signe d'espoir. oui, si cette violence a pu être en partie diminuée par ces actions, elle n'en demeure pas moins grave et il reste encore beaucoup à faire puisque plus de 90 féminicides, ça reste tout de même
énorme. Est-ce que la libération de la parole des victimes ces dernières années, notamment depuis le mouvement MeToo, ça a été pour vous, est-ce que ça a aussi été un facteur qui a permis aussi la libération de la parole? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que ça a été un facteur aussi qui a permis de libérer de la parole des femmes victimes de violences? Alors, moi, je travaillais pas du tout avec des femmes victimes de violences avant. Mais ce que j'entends de mes collègues, par exemple, c'est que la libération de la parole, elle date d'à peu près il y a une vingtaine d'années. Ça a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années. Et que déjà avant MeToo, les femmes n'avaient plus honte. En tous les cas, de moins en moins de femmes avaient honte de subir des violences au travail. Enfin voilà, il y en avait moins. Hein. Il y avait quand même déjà une libération de la parole. MeToo, bien sûr, a considérablement accéléré cette libération de la parole et donc contribue bien sûr à faire évoluer la société dans ce sens. Mais en tous les cas, moi, parmi les femmes que j'accompagne, très peu sont dans ce type de mouvement. Elles sont plutôt dans la discrétion, elles essayent plutôt de faire d'oublier pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leur entourage que ça s'est passé, on va dire. Même si elles sont tout à fait fortes et qu'elles entament des procédures et qu'elles portent plainte et qu'elles se défendent. Mais en tous les cas, elles ne sont pas dans ce type de médias, on va dire. D'accord. Après, Euh, à mon avis la parole se libère surtout grâce à la volonté politique et aux moyens qu'on met pour informer les femmes de leurs droits. Je prends juste un exemple, hein. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le devoir conjugal existe et qu'on peut se faire, dans le cadre d'un divorce, on peut être considéré comme étant en tort parce qu'il y a ce devoir conjugal. Le devoir conjugal n'existe plus dans la loi française. Tout ça, ce sont des choses il faudrait vraiment multiplier les lieux d'accès à l'information dans les mairies, avoir voilà, de nombreux lieux d'action et par exemple, assurer plus de sensibilisation des enfants à l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui se jouent à cet âge-là, et c'est un moment très important au cours duquel on peut avoir des garçons, des filles qui sont en train de grandir, d'affirmer aussi leur personnalité, et que c'est le moment de parler de l'égalité filles-garçons. Donc je pense que ce sont des choses, par exemple, que l'éducation nationale devrait mettre en place systématiquement. C'est fait, hein, c'est fait dans beaucoup de villes, c'est fait souvent par la volonté justement des municipalités, mais ça devrait être pour moi systématique et presque faire partie du parcours en fait éducatif des enfants. c'est une parfaite transition vers notre dernière question, qui est la suivante. Si vous aviez carte blanche, quelles actions voudriez-vous voir mises en place pour faciliter ou améliorer l'accompagnement des femmes victimes de violences? Mais on peut aussi inclure pour des mesures plus globales pour la sensibilisation de ces violences. Alors bon, je dois dire qu'il y a déjà beaucoup de choses. On ne le sait pas forcément quand on n'est pas soi-même victime, qu'on n'a pas eu besoin ou qu'on n'a pas voulu aider un proche qui était victime de violence. Mais il y a déjà énormément de structures qui viennent en aide aux victimes de violence. Moi, je travaille par exemple donc en Seine-Saint-Denis beaucoup avec la Maison des femmes qui accueille des femmes et qui s'occupe de tout ce qui est santé, avec des psychologues, avec des médecins, des gynécologues, etc. Il y a des structures d'hébergement d'urgence qui existent, comme par exemple, donc toujours en Seine-Saint-Denis, puisque c'est le territoire que je couvre, donc toutes mes références seront liées au 93, mais des structures comme SOS Femmes, qui accueillent des femmes qui, le matin, décident que c'est trop et prennent leurs affaires, leurs enfants et sortent. Elles sont en pyjama. Hein. C'est vraiment des situations aussi urgentes que ça.
Donc, il y a des situations d'hébergement, même si ce sont des hébergements temporaires. Il y a le mouvement français du planning familial qui va accompagner les femmes, éduquer à la sexualité. Donc, il y a vraiment déjà beaucoup de structures qui aident. C'est morcelé, donc c'est pas toujours facile pour les femmes de trouver leur chemin, mais il y a vraiment beaucoup d'aides. Il faut après trouver le bon interlocuteur, et puis ben, c'est aux associations aussi, à nous, de donner les informations, d'expliquer ce qu'on peut faire aux services publics, que les assistantes sociales sachent qu'elles peuvent s'adresser à nous dans telle et telle situation, et qu'elles comprennent bien en fait comment fonctionnent ces réseaux d'associations, puisqu'il y en a pour beaucoup de choses, hein, pour le logement, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses qui existent. Et ça, c'est super, et ça marche bien, on travaille bien ensemble, on travaille en réseau, on oriente les personnes en fonction de leur situation, etc. Donc ça marche plutôt bien, ce réseau associatif qui est assez dense, en tous les cas en Seine-Saint-Denis. Après, moi, ce que je constate au quotidien, c'est que la clé du problème et la clé de la comment dire, possibilité pour les femmes de quitter une situation de violence, c'est l'argent. Souvent, elles n'ont pas de travail, elles ne peuvent pas partir de leur domicile. Elles se retrouvent, elles ne peuvent pas, elles pourraient, hein, en situation d'extrême urgence, elles peuvent le faire et elles savent le faire, mais elles se retrouvent quand même coincées par cette perspective de ne pas avoir de revenus. Et ça, c'est en grande partie parce qu'à l'heure actuelle, nous, dans nos aides sociales, le système français fonctionne avec l'idée du revenu du foyer. Donc, dans un foyer où un parent, par exemple, ou un mari va avoir un bon revenu, et ben, ça va empêcher son épouse, par exemple, d'avoir le RSA, de bénéficier de formations gratuites. Tout ça, ce sont des choses qui sont possibles d'avoir quand on n'a pas de revenus. Mais elle, on considère qu'elle bénéficie des revenus de son mari. Or, bien souvent dans ces situations de violence, ça n'est pas le cas. Les maris ne vont jamais partager leurs revenus et ces femmes se retrouvent donc en grande précarité et sans aucune aide de la part des institutions publiques. Alors, aucune aide, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de la CAF pour essayer de faire la part des choses, puisque la CAF, par exemple, donne les allocations familiales au foyer. Et c'est souvent le papa, parfois auteur de violences envers ses enfants même, et qui va garder parfois l'argent pour lui, qui ne va absolument pas le donner, alors que les allocations familiales, c'est fait pour aider les enfants, pour les aider à les équiper, à les élever, à leur acheter du matériel scolaire, etc. Le papa va récupérer les allocations familiales, mais il ne va pas les donner pour les enfants. Donc ça, ce sont des situations qu'on voit parce qu'on réfléchit actuellement au revenu foyer et on comprend bien que c'est important de tenir compte aussi des revenus globaux. Mais dans ces situations de violence, c'est une double peine parce que non seulement la personne n'a pas de revenus, mais en plus elle ne peut même pas bénéficier des aides sociales. Donc moi je pense que une mesure, mais ce serait une mesure extrêmement forte et on voit bien qu'elle fait grand débat, mais une mesure qui serait vraiment très efficace pour aider les femmes victimes de violences parce que ça leur permettrait de s'émanciper, d'avoir leurs propres revenus, leurs propres décisions de dépenses et éventuellement de pouvoir partir de chez elles, ce serait de mettre en place un revenu individuel, basé sur des revenus individuels, donc un concept de revenu par personne, des choses du type du revenu universel qui permettent à chacun d'avoir une somme qui soit femme au foyer, ouvrier, cadre, voilà, quelle que soit sa situation professionnelle et sa situation de revenu, et donc d'avoir une somme minimum qui lui permette de s'émanciper sans que ce soit nécessairement dirigé envers les victimes de violences. Parce que ça, c'est assez stigmatisant au final. Voilà. Après, c'est sûr que c'est une mesure voilà, c'est une mesure politique qui est très décriée, mais dont on parle, qui est expérimentée dans un certain nombre de pays. Et je pense que, en termes d'émancipation, y compris pour les jeunes qui veulent partir de chez eux, les jeunes filles par exemple, qui doivent partir de chez elles, mais qui ne peuvent pas faute de revenus, ça pourrait être vraiment une grande avancée. Oui, pour vous, l'émancipation psychologique passe aussi par l'émancipation financière, Ben, c'est indispensable finalement. pour sortir de cette Oui. pression quotidienne. C'est oui, et de cette relation de domination. À un moment, il faut une séparation géographique, quoi.
Très bien. Bah, espérons que ces mesures puissent être mises en place pour, pour diminuer justement cette dépendance des femmes à un foyer. Euh, Merci beaucoup, Madame Le Gall, de nous avoir accordé votre temps. Je vous en prie, c'était un plaisir. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt.